Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur la RTS. Voici les titres du 20h. Le chef de l'État de retour à Dakar après sa visite d'État en France. Les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été renforcés. Cette visite a permis de distinguer des citoyens français et sénégalais en reconnaissance de leurs actions au service du Sénégal. 2 morts et des dégâts matériels très importants. Le drame a eu lieu hier à Mbebes. La décharge a été le théâtre d'un violent incendie. Une enquête est ouverte. Dans la rubrique métier, nous parlons des techniciens de diffusion. Ces hommes et femmes de l'ombre abattent un travail important dans le secteur de l'audiovisuel. Et puis les pâtisseries de Dakar sont très fréquentées en cette période de fin d'année. Les rayons sont bien garnis et il y a plusieurs saveurs et différentes variétés de gâteaux. Le chef de l'État est donc rentré hier soir à Dakar en provenance de Paris où il a effectué une visite d'État de 4 jours. Une visite qui a permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Dakar et Paris. À son retour à Dakar, le président Macky Sall a été accueilli par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales et plusieurs personnalités civiles et militaires. À Paris, le président de la République a distingué des citoyens français et sénégalais. Il s'agit d'une reconnaissance de leurs actions et initiatives au service de notre pays. Une cérémonie de décoration qui s'est tenue à la résidence du Sénégal, Aboubakry Kane. La visite d'État du président Macky Sall en France a été l'occasion de remise de décorations, notamment à des amis du Sénégal, dans les différents ordres nationaux. Dans l'ordre national du Lion, des personnalités françaises ont ainsi été élevées au rang de grand officier. Il s'agit des ministres de l'Éducation nationale et de la fonction publique, des secrétaires d'État à l'enseignement supérieur, au commerce et à l'industrie, mais aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, les directeurs généraux de l'IFP et de Atos. Ce qui fait la densité et la particularité des relations franco-sénégalaises, c'est toutes ces dynamiques non étatiques portées par le commerce, l'investissement et le bénévolat. D'autres personnalités ont été décorées au grade d'officier, notamment l'ambassadeur Bassirou Sène, Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, et l'avocat et universitaire Pierre Garborite. Les Sénégalais de l'extérieur étaient aussi à l'honneur au titre de chevalier. Des hommes et des femmes, notables, religieux ou présidents d'associations, ces récipiendaires symbolisent toute la diaspora dont le modèle de solidarité et d'entraide a été salué. Je vous rends hommage et vous remercie tous et toutes pour votre confiance, votre générosité et votre disponibilité à l'égard du Sénégal. Tous ces citoyens français et ses compatriotes ont été distingués de par leurs actions et initiatives au service de notre pays. La nation leur exprime ainsi toute sa reconnaissance. C'est un honneur d'être décoré par le président de la République. Le sentiment est partagé par les récipiendaires. Certains saluent l'exemplarité des relations entre la France et le Sénégal. Il s'agit pour d'autres d'une source de motivation supplémentaire. Voici la réaction de quelques récipiendaires au micro de Aboubakry Kane. Je suis très fière d'être décorée par le président du Sénégal. C'est la première fois que j'ai une décoration comme celle-ci. Et puis, ayant fait une visite au Sénégal, à Dakar précisément, avec monsieur le Premier ministre, eh bien, je suis très honorée de recevoir cette médaille. Les relations entre la France et le Sénégal sont très importantes, des relations commerciales qui sont très fortes dans l'industrie, dans le commerce, dans les échanges de services. Je crois qu'il faut continuer, bien sûr, à améliorer et à renforcer ces relations. Pour la France, accueillir le président Macky Sall, c'est accueillir un ami. C'est accueillir un ami de la France, c'est accueillir un pays qui a su aussi nous accueillir, nous la France, chez lui, puisque je suis allée avec le président François Hollande au Sénégal.
c'est aussi une manière de dire que nous pouvons travailler encore davantage ensemble, développer nos échanges économiques, culturels, mais bien sûr aussi amicaux. Un très grand honneur d'avoir été reconnu et félicité par le président de la République, ce qui représente bien entendu une grande responsabilité également, donc de porter sur ses épaules donc, notre pays en essayant de faire mieux et plus donc, dans ce que nous faisons, aspirer toujours à l'excellence et en contribuant également aussi à allevier les souffrances humaines qui sévissent un peu partout dans le monde et qui est la mission de notre organisation. Ça ne se passe pas tous les jours et nous recevons ça avec beaucoup d'humilité. Ici à Dakar, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présidé ce matin la cérémonie de remise de diplôme de l'école de médecine Saint-Christopher Iba Mar Diop. 108 étudiants ont reçu leur diplôme de doctorat d'État en médecine. Seydina Alioune Fall. Ils sont au nombre de 108, désormais docteurs d'État en médecine issus de 28 nationalités qui composent l'université Saint-Christopher Iba Mar Diop. Parents, amis, invités, tous fiers d'assister à cette cérémonie de remise de diplôme qui sanctionne des années d'apprentissage. Un sentiment de responsabilité envers ces malades, envers les populations africaines en général, puisque aujourd'hui, nous avons la pleine autorisation, n'est-ce pas, d'exercer cet art en toute conscience et en toute éthique. Doctorat d'État en médecine de l'université Saint-Christopher Iba Mar Diop. Le diplôme est reconnu par le CAMES. L'évaluation aujourd'hui est au cœur de la préoccupation de nos ministères, de nos populations, et c'est pour cela que nous avons mis en place un système d'évaluation qualité si cher à notre pays, dont les textes ont doté, dont les textes ont créé l'ANAQ-SUP, l'Office, l'Agence nationale d'assurance qualité. L'État du Sénégal a pris l'option d'accompagner les facultés et unités de formation et de recherche en sciences de la santé des universités du Sénégal qui se sont inscrites dans une dynamique d'acceptation de leurs enseignements et programmes aux besoins de la société à travers de nouvelles méthodes pédagogiques et d'évaluation. C'est dans cette optique que des réformes majeures ont été engagées par le gouvernement, notamment à travers un décret pris le 11 mai 2015 relatif à la reconnaissance, au classement et à l'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur. L'objet de ce décret est justement d'harmoniser et de simplifier les procédures et les mécanismes de reconnaissance, d'équivalence et de classement des diplômes de l'enseignement supérieur. Les portes d'entrée dans le monde du travail leur sont désormais ouvertes, après des années de sacrifices. 25 000, c'est le nombre d'acteurs de santé communautaire. On connaît enfin leur effectif grâce à un travail de cartographie et de recensement effectué au bénéfice du ministère de la Santé. Toutefois, les catégories d'acteurs communautaires sont désormais identifiables par le port d'un badge sécurisé. Le ministre de la Santé, qui présidait la deuxième session de la cellule de santé communautaire, a salué le travail de ses personnels bénévoles. Omar Diaw. Cette deuxième session du Comité national de santé communautaire aura permis de faire la restitution du travail cartographique des infrastructures de santé communautaire. Nous avons pu recenser environ 6 000, notamment 1 500 cases de santé, et le reste 4 000 et quelques, 4 500 et quelques en termes de sites communautaires. Les acteurs ont aussi été recensés sur l'ensemble du territoire national. Au fait, combien sont-ils ? 25 000 acteurs communautaires de santé disponibles au Sénégal, qui existent au Sénégal, répartis entre les Badiane Gox, les matrones, les relais, les ASC. Des acteurs bénévoles enfin clairement identifiés par des badges. Il s'agit là d'une forme de reconnaissance de leur existence et de leur travail. L'octroi de badges d'identification est un moyen de les valoriser, de les motiver, parce que ça peut leur permettre de bénéficier d'une couverture maladie universelle à travers l'adhésion gratuite à des mutuelles de santé.
Dans le domaine de la santé communautaire, il existe de nombreux projets, dont celui des sages-femmes itinérantes à Matam et à Sédhiou. C'est un projet sur 2 ans. Donc, vous avez comme tâche et instruction, je peux dire, très vite de préparer un autre projet. On peut, avec une expérience qui est un succès, mieux vendre cette expérience-là et peut-être même avoir des financements complémentaires. Cette évolution vers un programme structuré et durable devrait permettre d'éviter les désagréments toujours consécutifs à l'achèvement des projets. À l'issue de cette stratégie de sage-femme itinérante, nous aimerions passer à l'échelle, en faire même un programme comme sous instruction de Madame le ministre, et ceci va concerner toutes les autres régions du Sénégal. Au cours de cette session, le ministre a rappelé l'expérience éthiopienne du Expanded Health Workers reconnu à l'échelle internationale. Parmi les défis identifiés, la coordination multisectorielle d'acteurs aux origines diverses. Je vous le disais dans les titres, 2 morts et des dégâts matériels estimés à des centaines de millions. C'est le bilan de l'incendie survenu hier jeudi à la décharge de Mbebes. Au lendemain du sinistre, une de nos équipes s'est rendue sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Fantabachi. Ces foyers encore brûlants, ces objets calcinés et l'étendue de la surface embrasée renseignent sur l'ampleur du sinistre. Un puissant incendie s'est déclenché hier jeudi en début d'après-midi à la décharge de Mbebes, causant 2 pertes en vies humaines. Dès notre arrivée, des particuliers ont eu à évacuer 2 victimes dans les centres, dans les structures sanitaires les plus proches. Nous, après les opérations d'extinction, nous avons eu à découvrir 2 corps sans vie qui sont automatiquement acheminés à la morgue de l'hôpital principal de Dantec. Ici étaient érigées des centaines de baraques qui faisaient office de magasins des objets récupérés. Après le passage du feu, il ne reste que des cendres. Selon des témoins et victimes, tout s'est passé très vite. Il y avait eu de l'harmattan hier. Tout le monde avait vu ce vent-là qu'il y avait eu hier. Donc c'est la grande décharge, la plateforme communément appelée Kaudjal, qui s'est brûlée, mais il y avait les mbars qui étaient à ses côtés. Par la suite, il y a un de ces mbars qui a eu ces trucs-là, s'est brûlé. Tout le monde se ruait vers ce mbar-là et les autres ont été atteints. Des incendies, Mbebes en a connu, mais jamais d'une telle violence. Je suis ici depuis plus de 10 ans, mais c'est la première fois que j'assiste à un incendie d'une telle puissance. Tôt le matin, des récupérateurs victimes de l'incendie sont venus pour voir s'ils pouvaient trouver des objets utiles. Je tenais un restaurant ici, mais quand le feu s'est déclenché, j'ai rien pu récupérer, puisqu'il fallait que je me sauve. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. À combien est-ce que vous l'estimez? Il y avait même des boutiques, normalement, je dois dire des centaines de millions. En ce qui me concerne, je peux dire que j'ai perdu 7 millions, sinon plus. L'origine du sinistre reste encore indéterminée. Les récupérateurs avancent la thèse de la fermentation de déchets qui aurait abouti à la formation d'un biogaz. Tout le monde a bien soupçonné que c'est nous qui brûlons la décharge. Mais nous, on n'a même pas ce temps. Nous, on aime les déchets. Les déchets sont dans nos cœurs. On ne peut pas aimer les déchets et pouvoir brûler les déchets. Mbebes s'étend sur plus de 10 hectares. Une grande surface de la décharge ne fait plus partie du décor. Ces secteurs épargnés par les flammes sont aujourd'hui sous la surveillance des soldats du feu. Pour l'heure, la police a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Les acteurs de la décentralisation et du développement territorial se sont retrouvés pour procéder à la signature de la charte de la participation citoyenne et du droit à la cité. Ils ont aussi jeté les bases de la mise en place du réseau des collectivités territoriales pratiquant le budget participatif. Cette activité se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la participation citoyenne dans la planification, la budgétisation et la gestion des affaires locales. Amélie Diop. Les animateurs du projet budget participatif développé par le PNDL, Enda Ecopop, ONU Femmes et le mouvement citoyen ont validé la charte de la participation citoyenne et du droit à la cité. Les élus locaux ont procédé à la signature symbolique en ratifiant son contenu qui permet un encadrement normatif de la mise en œuvre du principe de la participation citoyenne au sein des collectivités territoriales. La question de la participation est au cœur du développement parce que vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Il faut écouter les populations, les écouter, recenser leurs préoccupations.
Maintenant, cet outil qui est le budget participatif permettra de nous donner des orientations. La charte mentionne de façon expresse les droits et engagements des citoyens vis-à-vis de l'institution locale et vice-versa. Cette charte qu'on a faite, qui va être signée d'un moment à l'autre par l'ensemble des collectivités territoriales, est un instrument qui permettra aux autorités locales et aux citoyens d'avoir sur 4 domaines. Pour chacun des domaines, il y a un ensemble d'orientations qui essaie de clarifier un peu qu'est-ce que cela voudrait dire. Mais il y a aussi un ensemble d'engagements qui devront être pris de part et d'autre. Grâce à cette charte, nous disposons aujourd'hui d'un cadre de référence commun pour organiser la participation citoyenne au sein des collectivités territoriales. S'appuyant sur des principes clés, elle précise et formalise la place de la concertation dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques et des projets publics. Au cours de cet atelier, les résultats du projet ont été magnifiés par les participants. Il a été mis en place un comité de pilotage devant prendre en charge les travaux préparatoires de l'Assemblée générale, notamment la réflexion sur le statut, le règlement intérieur et le bureau. Au total, 75 collectivités territoriales sont invitées à former une coalition apte à promouvoir les pratiques du budget participatif. Le nouveau correspondant de la médiature de la République à Matam a été installé ce vendredi. C'était en présence du gouverneur de la région et de maître Alioune Badara Cissé qui dirige cette institution. Ce dernier était en tournée dans le nord pour rendre plus visible et plus accessible l'institution aux usagers du service public. Oumou Kalsom Sall. Pour sa première visite à Matam en tant que médiateur de la République, maître Alioune Badara Cissé a rencontré autorités administratives et élus locaux. Une occasion pour lui de rappeler les missions de l'institution qu'il dirige depuis 2015. La médiature est une autorité, ou le médiateur est une autorité administrative indépendante, équidistante des partis politiques, qui gère un peu les relations souvent heurtées entre les usagers du service public et l'administration, que ce soit l'État central, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les entreprises privées, mais investies d'une mission de service public. Nous avons vocation également, dans le cadre de l'autosaisine, de nous mêler de tout. Nous avons enfin vocation à répondre à toute mission, quelle qu'elle soit, que le chef de l'État voudrait bien nous confier. Le nouveau correspondant du médiateur de la République à Matam a été installé au cours de cette cérémonie présidée par le gouverneur de la région. Le correspondant sera l'interface de la médiature nationale au niveau local. Décentraliser nos services, c'est le credo que nous nous sommes donné. Là où c'était déjà installé, les redynamiser, les confier à l'exécutif local et à ses différents services. Faire en sorte que notre correspondant soit un maillon incontournable dans la chaîne de résolution des conflits sur le plan national. Il n'est pas de développement, il n'est pas de projet de développement sans paix et sans espace pacifié. C'est vrai que depuis un certain temps, il y avait eu absence, mais comme il a dit tout à l'heure, sa présence, son installation aujourd'hui participera vraiment à une meilleure prise en charge, n'est-ce pas, des intérêts des usagers du service public. La plupart des réclamants qui saisissent la médiature de la République habitent la région de Dakar et ses environs, a rappelé maître Alioune Badara Cissé. Il compte d'ailleurs se rendre dans les autres régions afin de rendre plus visible l'institution. 11 ans après sa mise en œuvre au Sénégal, le système de riziculture intensive a porté ses fruits. Depuis 2005, le SRI a permis à plusieurs producteurs de multiplier le rendement agricole. Le système de riziculture intensive pourrait être donc une solution pour le Sénégal pour faire face à l'importation de riz. Claire Diop. SRI, système de riziculture intensive, 3 mots pour toute une technologie novatrice dont l'ambition est de booster la production de riz. Introduite au Sénégal en 2005 au niveau de la vallée, l'expérience de sa diffusion à grande échelle a montré que, comparé au système conventionnel traditionnel, le SRI permet d'enregistrer des rendements 2, 3, voire 4 fois plus importants avec moins d'intrants et moins d'eau. À travers toutes les exploitations ou les zones dans lesquelles ce système a été appliqué, nous avons vu que les rendements ont augmenté.
Il y a eu des plus-values sur la production. Le S-riz est expérimenté dans le bassin arachidier depuis quelques années. Ici aussi, une nette hausse de la production est notée. Nous avons la chance ici, dans la zone, d'avoir l'ANCAR qui, depuis 2008, a mené des tests d'introduction sur les riz au niveau de la région de Fatick, au niveau de l'arrondissement de Toubacouta. Aujourd'hui, il y a un projet financé par le PPAO qui permet la diffusion à grande échelle du ESRI, qui a permis aujourd'hui de toucher plus de 5000 producteurs qui font aujourd'hui le ESRI et qui permet de doubler les rendements. Le Sénégal importe chaque année une quantité importante de riz pour sa consommation. Le ESRI se veut une solution pour libérer le pays de cette tyrannie. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest appuie. Pour le riz, nous importons en moyenne 800 000 tonnes de céréales par an. Donc c'est énorme. Ça fait plus de 200 milliards de sorties de devises. Et dans ce sens-là, avec la technologie sur le système de riziculture intensive, qui nous offre la possibilité d'augmenter sensiblement les rendements. Et pour ce faire, toute une stratégie sera déroulée pour mieux accompagner les producteurs. Renforcement de capacité, renforcer un peu l'équipement en petit matériel agricole. Et aussi accompagner les producteurs concernant, s'il le faut, le financement pour qu'ils puissent avoir des semences de qualité, toujours, et un peu d'engrais. Cet atelier a réuni les acteurs de différentes régions. Ils ont échangé leur expérience. Le système de riziculture intensive se présente comme une perspective d'avenir certain pour le Sénégal qui va atteindre l'autosuffisance en riz d'ici les prochaines années. On n'a pas pu le lâcher. La recherche au service du développement du secteur agroalimentaire, tel est le credo de l'Institut de technologie alimentaire. L'Institut, à travers ses recherches, a développé plusieurs procédés comme l'incorporation de la farine de céréales locales dans la fabrication du pain, le vinaigre de marque ou encore les champignons comestibles. Aminata Mbengfal. L'Institut de technologie alimentaire, ITEA, a été créé en 1963. Il intervient dans 3 domaines, la recherche, le transfert de technologie et la formation. L'objectif étant de booster l'agriculture sénégalaise qui souffre d'un déficit de transformation de ses produits. C'est bien de produire, mais c'est bien de transformer. Pourquoi? D'abord, c'est un acquis important pour notre balance commerciale. Aujourd'hui, par la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, nous avons un développement extraordinaire de l'agriculture sénégalaise, au sens large, que ce soit la rizerie, que ce soit le mil, le maïs, les céréales de manière générale, l'arachide, mais aussi il y a l'élevage, il y a la pêche. Parce qu'ici, vous avez vu les ateliers qui sont consacrés à ces spécialités-là. Des ateliers qui sont au nombre de 4. À l'atelier des céréales et légumineuses sont menés des travaux sur l'incorporation de la farine de céréales locales dans la fabrication du pain. On entend souvent parler de pain riche, de pain mil, de pain mi-blé. Toutes ces technologies ont été développées ici au niveau de ce fournil. Et nous continuons la recherche avec l'incorporation d'autres produits locaux, d'autres céréales telles que le riz, le sorgho, mais aussi des légumineuses. Nous avons réussi à incorporer jusqu'à 15%, n'est-ce pas, de farine, voire 30% de farine de produits locaux pour la fabrication de ce pain-là. La promotion de ce procédé de l'ITEA pourrait réduire le volume d'importation du blé, mais également le prix de la baguette de pain. On me dit que l'importation du blé nous coûte 96 milliards par an. Mais prenez 15% de 96 milliards, ce que cela vaut comme économie. Du point de vue également intérêt pour le consommateur, les calculs économiques qui ont été faits ont permis de voir que sur le gramme, on a une économie entre 0,28 et 0,57 francs, ce qui fait donc à peu près une réduction du prix de la baguette au moins de 45 francs CFA. L'autre volet important concerne la transformation des fruits et légumes. Beaucoup de procédés ont été développés. Vous avez le concentré de bissap par exemple, donc qui existe en 2 variétés, le bissap blanc et le bissap rouge. Et avec 1 litre de concentré, on peut reconstituer jusqu'à 100 litres de jus de bissap. Donc c'est un produit à haute valeur industrielle qui est déjà commercialisé, donc c'est un produit de la recherche. Sinon, nous avons aussi développé des conserves de légumes. Donc le dernier produit que nous avons développé, c'est le maïs doux en conserve.
Sinon, nous avons fait des sirops, des confitures, des marmelades, des jus qui ont déjà fait l'objet de transferts auprès des groupements de femmes ou de petites PME qui commercialisent déjà ces produits. La transformation du poisson et des produits halieutiques occupe une place importante à l'Institut. De nombreux groupements de femmes ont pu bénéficier d'une formation sur les méthodes traditionnelles améliorées. Il y a des formations qui se font sur site. C'est-à-dire nous allons sur site, nous essayons d'abord d'aménager les sites de production parce qu'en général ils ne sont pas aux normes. Si vous voyez bien au niveau de la côte, il y a beaucoup de femmes qui font des produits traditionnels mais elles n'ont pas de sites qui sont aux normes. Nous essayons d'abord d'aménager les sites. Après l'aménagement, nous les formons. Nous les formons en faisant sur la qualité, sur l'hygiène, sur les méthodes traditionnelles améliorées. L'autre formation, c'est la formation au niveau de l'ETA. Pour l'élevage, une gamme de produits à base de viande et de lait a été élaborée. Nous valorisons aussi bien les différents morceaux de l'animal, mais également les abats. Donc à partir des abats, nous faisons des recettes qui peuvent être utilisées. Sur le plan lait, aussi, nous avons développé une gamme de produits. Donc en allant du lait frais par rapport à sa technique de conservation, mais également des produits issus de ce lait frais. Maintenant, nous avons développé tout ce qui est yaourt, tout ce qui est lait caillé, mais également fromage. Donc avec le yaourt, nous avons diversifié en mettant en place des fruits locaux. Dans le domaine de la recherche, l'Institut a obtenu des résultats importants. Ainsi, pour trouver des solutions aux pertes enregistrées chaque année dans les zones de forte production de mangue comme Ziguinchor, le vinaigre de mangue est apparu comme une solution. On a fait donc des recherches justement pour valoriser une variété de mangue qui n'est pas très bien consommée. C'est la variété Sierra Leone, donc qui connaît des pertes énormes durant la saison des pluies, surtout en Casamance. Alors, donc, nous sommes partis des connaissances traditionnelles pour développer justement, partant de ce jus de fruits, le vinaigre de mangue. Une autre découverte assez importante, les champignons comestibles. Nous avons aussi travaillé sur le sorgho sucré. Donc, actuellement, c'est un projet qui est en cours. C'est dit que si le jus est extrait, il va rester la bagasse. La bagasse, c'est toute la partie solide, n'est-ce pas? Bon, ok, ça peut servir d'aliment de bétail, mais toujours en raisonnant en termes de produits à haute valeur ajoutée, on s'est dit que cette bagasse pourrait être utilisée comme substrat de base pour la production de champignons comestibles, n'est-ce pas? Et on sait que les champignons sont assez rares ici au Sénégal, mais on les retrouve quand même dans les supérettes et ça coûte excessivement cher. 1 kilo de poivre peut coûter entre 10 000 jusqu'à 16 000 francs. Le contrôle qualité est également de mise à l'ITEA. L'Institut s'est doté de laboratoires de chimie et de microbiologie. Le laboratoire est spécialisé dans les analyses phytosanitaires. Sont contrôlés les denrées, particulièrement le riz. Le labo a une tradition donc, sur l'analyse du riz parce que du temps de la caisse de la péréquation, toutes les analyses donc, se faisaient ici. C'est sur la base des résultats donc, que se faisaient les échanges, les négoces entre donc, ceux qui vendent et ceux qui achètent. Donc au-delà du riz, nous travaillons aussi sur le niébé, sur l'arachide, sur le mil, sur le sorgho. Une autre denrée non moins importante dans l'agriculture sénégalaise, l'arachide. C'est dans ce laboratoire ouvert en 1973 qu'on effectue le dosage des aflatoxines. L'État font beaucoup d'espoir sur ce secteur. C'est pourquoi, ensuite, parallèlement, il y a un protocole que l'État du Sénégal a signé avec la République populaire de Chine. L'Institut de recherche, ce sont des moyens techniques, mais avant tout des ressources humaines. Les travailleurs de l'ITEA ont vu leur environnement professionnel et leur salaire s'améliorer ces dernières années. Le président de la République, M. Macky Sall, a pris un décret qui valorise les salaires, parce que c'était le premier danger. Parce que les gens, ils ont les mêmes diplômes que leurs collègues de l'université ou bien de l'ISRA, où les salaires ont été revalorisés. Aujourd'hui, le combat à l'Institut de technologie alimentaire est d'amener les industriels à s'approprier des résultats obtenus en termes de recherche. Il faut que nous donnions une vie à nos idées. Moi, ce que je dis, les innovations, les inventions, c'est les idées, mais il faut leur donner une vie. Une vie, c'est de transférer ces résultats-là sur le plan pratique, à travers les entreprises, à travers nos chefs, nos hommes d'affaires, nos industriels. C'est ça le rôle. La vulgarisation de ces produits pourrait réduire le volume d'importation de certains denrées, en même temps développer le secteur agroalimentaire.
C'est l'un des titres de ce 20h. Les pâtisseries de Dakar sont bien approvisionnées en cette période de fin d'année. Macarons, bûches, framboises, madeleines figurent dans le rayon des gâteaux exposés dans les vitrines. Avec des goûts et parfums différents, les pâtissiers comptent bien accompagner les familles pour le réveillon de Noël et le dîner de la Saint-Sylvestre. Anaïs Nyanyamane. Noël rime avec pâtisserie. Ces espaces de confection et de vente de gâteaux sont bien approvisionnés en sucré et en salé pour accompagner les clients en ces périodes de fêtes de fin d'année. Je me suis préparé 20 jours à l'avance, avant Noël, le jour de l'an, et pour préparer les bûches, parce que quand les clients ils viennent, on sera obligé de les satisfaire déjà, les bûches déjà préparées. Vous avez des bûches pralinées, des bûches au chocolat, des bûches à l'orange qui sont très bons. Et vous avez des petits fours, et vous avez des plateaux de sucré, et puis vous avez des plateaux de salé aussi. Et des macarons aussi, et des gâteaux individuels. On a des mochas, c'est-à-dire avec de la crème au beurre, en vanille chocolat, vanille fraise, vanille coco. Et on a aussi les spécialités, il y a les fraisiers, des forêts noires. Fraisier, c'est à base de fraises. Et puis il y a la forêt noire, c'est de la génoise, de la chantilly, chocolat avec des cerises à l'intérieur. On a le tutti frutti aussi, c'est avec des fruits. Pour les bûches, on a les bûches traditionnelles, c'est-à-dire avec de la crème au beurre, en vanille chocolat, en vanille fraise, on a praliné, on a au café, on a la bûche à l'orange aussi. Et en spécialité, on a le 3 chocolat, on a la forêt noire, on a les tutti frutti, on a la bûche au gingembre, on a la bûche en saveur d'Itar. La bûche de Noël, un gâteau célèbre et très prisé pour les réveillons. Avec ses différents parfums, les prix varient entre 10 et 25 000 francs CFA. Pour les bûches, en fait, on a comme je dis, pour toutes les bourses. Alors, quel que soit le client qui se présente à nous, c'est sûr qu'il aura sa bûche. On a plusieurs variétés, plusieurs gammes et je peux dire à n'importe quel prix en fait. Toutes sortes de clients, on a des Libanais, on a des Sénégalais, on a des Français et ils préfèrent prendre des bûches parce que comme c'est des bûches, ça se fait en famille, alors ils le font en famille, ils viennent prendre des bûches, ils achètent et puis ils font la fête chez eux. La fourchette des prix, il faut voir entre 1800 la part à 2200 la part. À partir de 5 personnes à 16 personnes. Et là, on a voulu la part de bûche qui fait 16 personnes. Ça varie entre 25 et 22 000. La fidélité compte beaucoup pour les clients, raison pour laquelle chacun commande ou achète à sa pâtisserie habituelle. Je suis là souvent, j'achète tout le temps. Pour le Noël, on achète beaucoup de choses. Il y a des bûches de Noël et puis il y a beaucoup de choses, quoi. C'est la qualité. Et je passe souvent ici pour prendre des gâteaux, surtout le millefeuille et le 3 chocolat, qui sont très très bons. Et pendant Noël, on nous fait le plaisir de nous faire des bûches, qui sont très très bonnes aussi, on adore. Et voilà quoi. Pour Noël, moi, en général, je prends des bûches, de bonnes bûches. Il y a une bonne couche de crème, moi j'aime bien la crème. Si vous prenez une bûche au chocolat, vous allez aimer le goût du chocolat. Je ne sais pas eux comment ils le font, mais le goût du chocolat est très bon. C'est joli, c'est magnifique. C'est intéressant pour les enfants et pour la famille aussi. Non, ça va d'abord. Bûches, macarons, cakes, des mets aux saveurs sucrées ou salées sont mis en exergue dans plusieurs pâtisseries de Dakar. Les pâtissiers ont 72 heures pour donner au réveillon le goût et la saveur à la hauteur des attentes de la clientèle. Voilà de quoi mettre l'eau à la bouche des Ndiayen Anaïs. La rubrique métier s'intéresse ce soir aux techniciens de diffusion opérant dans un secteur névralgique de l'audiovisuel. Ces hommes et femmes de l'ombre sont ceux qui permettent à vos animateurs et présentateurs de s'inviter chez vous. Cursus, capacité et profil des techniciens de diffusion, c'est un dossier signé Diana Badia. Diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel de Paris, Amadou Kane s'est spécialisé en diffusion des émetteurs, l'exploitation et le suivi des 24 centres émetteurs télé et radio de la RTS lui revient, une tâche ardue nécessitant des compétences pointues. La spécialité de diffusion, c'est un métier très pointu qui requiert des compétences en électronique pour la maintenance et aussi pour mieux comprendre effectivement ces équipements. Il faut nécessairement avoir une bonne base en technique.
Les signaux radio et télé vont vers les émetteurs pour la diffusion. Il faut assurer un fonctionnement continu des équipements. Une chose difficile parce que les émetteurs n'ont pas parfois un système de redondance. L'évolution des nouvelles technologies complique davantage la gestion et la maintenance des appareils. C'est la mise à jour. Il faut nécessairement être formé. Il faut avoir des compétences. Ce qui est difficile, c'est quand tu as des problèmes ponctuels, de parer au plus pressé, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt total au niveau de la télévision ou au niveau de la radio. L'accès difficile aux pièces de rechange rend plus complexe le travail du technicien de diffusion. D'abord, il faut des pièces de rechange. Puisque quand un émetteur tombe en panne et que les pièces de rechange ne sont pas disponibles, ça, il faut se décarcasser pour remettre ça en marche. Notre problème quotidien, c'est ça. La maintenance des émetteurs analogiques paraît donc difficile. Par contre, le problème se posera moins avec les émetteurs numériques. La maintenance est beaucoup plus aisée. Elle est automatisée très souvent. Et là aussi, vous pouvez assurer la maintenance tout en continuant de fonctionner. La diminution de la consommation en énergie vient élargir les avantages qu'offrent les émetteurs numériques. En numérique, vous avez quelques centaines de watts qui jouent le même rôle que des milliers de watts en analogique. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie. Avec les émetteurs numériques, on économise également de l'espace. Un seul canal analogique conventionnel tel que la RTS1, ça peut maintenant vous envoyer 6 à 20 programmes. Alors finalement, on se retrouvera avec des milliers de chaînes possibles à envoyer. Par contre, avec le numérique, le défi majeur reste le contenu à mettre dans les différentes chaînes. La reconversion et l'adaptation des techniciens de diffusion demeurent aussi un impératif. Le Sénégal ne dispose pas d'écoles qui forment dans la diffusion. Menacée de déclassement comme patrimoine mondial de l'UNESCO, l'île de Saint-Louis a mobilisé autour du Premier ministre différentes autorités. Pour sauver son statut, l'île bénéficie finalement d'un différé, le temps de refaire sa toilette et d'un fonds d'appui. Maman Moussagnan. C'est en 2000 qu'elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis lors, l'île de Saint-Louis bénéficie de différents programmes liés à son statut. Mais voilà que depuis quelques mois, le comité du patrimoine mondial a menacé de retirer à la vieille ville son statut. Une situation d'urgence qui a fait monter au créneau le Premier ministre. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour tout l'attachement qu'il a pour Saint-Louis, pour des raisons objectives et subjectives, a décidé de prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposent face à ces menaces. Dans un plaidoyer éloquent, le maire de Saint-Louis a démontré toute la volonté de la municipalité de l'ancienne capitale de l'AEF de préserver son riche patrimoine, son charme, son architecture. À sa suite, des Saint-Louisiens se sont engagés à injecter 1 milliard de francs CFA dans cette bataille pour le maintien de l'île de Saint-Louis comme site du patrimoine mondial. Il y aura un partenariat public-privé, M. le ministre de la Culture l'a évoqué, mais sans l'implication, l'appropriation des populations, peut-être nous atteindrons difficilement nos objectifs. Le label que nous avons, Saint-Louis, donc ville patrimoine mondial de l'UNESCO, est un label à préserver. Nous avons eu des privés qui sont là, Amadou Diaw, le directeur de l'ISM, qui a mis 1 milliard dans la sauvegarde de ce patrimoine. La mairie a mis 250 millions. C'est tout cet ensemble qui va être programmé, qui va être utilisé, parce que si nous ne le faisons pas, Saint-Louis risque d'être déclassé. Février 2017, c'est la date butoir initialement fixée par le comité du patrimoine mondial pour sortir Saint-Louis de la liste. Finalement, toutes les garanties sont données par la partie sénégalaise pour une restauration d'urgence de l'île conformément aux conditions souhaitées par l'UNESCO avant le deuxième semestre de 2017. Les plus grandes décisions, c'est d'abord, le gouverneur va prendre un arrêté arrêtant l'ensemble des constructions et des aménagements à faire sur ce patrimoine. Ensuite, la deuxième forte décision, c'est un recensement à la fois du patrimoine privé et du patrimoine administratif. C'est un très grand ouf de soulagement parce que c'est une réunion, un conseil interministériel qui est venu à son heure. Et ces mesures vont nous protéger d'un déclassement
effectivement de Saint-Louis qui est inscrit comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Un rapport sera présenté au comité, les agressions multiples arrêtées, un comité de suivi élargi, le tout pour sauver définitivement le patrimoine mondial est attendu à Saint-Louis dans les prochains mois pour constater sur place l'effectivité des mesures prises à l'occasion de ce conseil interministériel. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, nous irons à Malte et en Italie, mais démarrons par le Canada où le premier vaccin contre le virus Ebola a été mis au point. Sidna Lunfal. L'OMS a annoncé la mise au point d'un vaccin, le premier qui serait jusqu'à 100% efficace contre Ebola. Le vaccin a été mis au point au Canada et inoculé l'année dernière à près de 6000 personnes en Guinée dans le cadre d'un essai clinique. La conclusion, publiée ce vendredi dans la revue scientifique The Lancet, suggère fortement que le vaccin est très efficace et pourrait avoir une efficacité jusqu'à 100%. Un Airbus A320 de la compagnie libyenne Africa Airways assurant le vol intérieur en Libye a été détourné sur Malte et s'est posé à l'aéroport de La Valette. Après plusieurs heures de négociations, les 111 passagers et 7 membres d'équipage ont été libérés. Les 2 hommes qui ont détourné l'avion ont fini par se rendre avant d'être interpellés. Les pirates de l'air étaient, selon les autorités libyennes, des partisans de l'ancien régime Mohamed Kadhafi et réclamaient l'asile politique. Après 3 jours de cavale, le principal suspect de l'attentat au camion qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés lundi à Berlin a été abattu ce vendredi matin près de Milan par la police italienne. Anis Amri, le Tunisien de 24 ans, faisait l'objet d'une chasse à l'homme dans toute l'Europe depuis mercredi. La chancelière allemande Angela Merkel a estimé que le danger immédiat était écarté, mais que la menace terroriste restait présente comme depuis plusieurs années. Du sport, la Confédération africaine de football a dévoilé hier les noms des 3 finalistes du Ballon d'Or africain 2016. Il s'agit de l'international sénégalais Sadio Mané, de l'Algérien Riyad Mahrez et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le vainqueur sera connu le 5 janvier prochain lors du gala annuel de la CAF à Abuja au Nigeria. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.